semaine décryptée par nos éditorialistes. Georges Papandréou nous a fait vivre une semaine folle. Lundi, le Premier ministre grec remet en cause l'accord de plan de sauvetage de la Grèce en proposant un référendum. Vendredi, ce même Georges Papandréou renonce finalement à son projet. Entre-temps, il y a eu le sommet du G20 où la France et l'Allemagne ont fait pression sur les autorités grecques. Mais la question de la sortie de la Grèce de la zone euro aujourd'hui n'est plus tabou. Finalement, cette idée de consulter les peuples, d'organiser un référendum, n'était-ce pas une bonne idée ? Nous poserons la question à nos invités. La Palestine a fait son entrée à l'UNESCO comme membre à part entière. Israël et les États-Unis sont fous furieux. Peut-on parler d'une victoire pour les Palestiniens ? Qu'est-ce que cela va changer pour eux ? Et puis les locaux du journal satirique Charlie Hebdo ont été incendiés, suscitant l'indignation de toute la classe politique. Cette une a-t-elle choqué, gêné nos invités ? L'affaire ne risque-t-elle pas de stigmatiser encore un peu plus la communauté musulmane ? Avec nous cette semaine, Claude Weil, qui vient pour la première fois dans Une semaine dans le monde. Merci d'être avec nous. Bonjour, le Vanessa. Petit Nouveau, vous êtes directeur de la rédaction du Nouvel Obs et je présente donc le Nouvel Obs de cette semaine, le nouveau défi islamiste. Ziad Limam, bonsoir Ziad, directeur du mensuel Afrique Magazine. Et vous aussi, vous avez fait votre une sur la Tunisie, l'avenir en suspens, c'est la une donc de Afrique Magazine. François Dorcival, bonsoir François, vous êtes éditorialiste à Valeurs Actuelles et au Figaro Magazine et vous venez de publier un ouvrage intitulé L'Élysée fantôme, les années noires et c'est aux éditions Robert Laffont. Et avec nous, Marc Semo, bonsoir Marc. Bonsoir. Vous êtes chef du... Vous n'avez pas votre livre. malheureusement oublié la une de Libération commune, Libération Charlie Hebdo d'hier. Voilà. Et vous avez titré aujourd'hui sur le G20, évidemment. La Grèce et l'Europe à la dérive. L'Europe à la dérive, et on va d'ailleurs tout de suite en parler de l'Europe. C'était le coup de théâtre de la semaine. Je vous le disais, lundi soir, Georges Papandréou a annoncé l'organisation d'un référendum sur le plan de sauvetage de la zone euro. Le Premier ministre grec a pris de court tous ses partenaires européens. Il a été convoqué au sommet du G20 à Cannes. La France et l'Allemagne lui ont mis la pression et du coup, le Premier ministre grec a reculé. Il a fait volte-face. Claude Weil, est-ce qu'il s'est fichu de nous, le Premier ministre grec Georges Papandréou, avec son histoire de référendum? Je crois que le Premier ministre grec est un petit peu dépassé par les événements. Je ne suis même pas sûr qu'il ait manœuvré. On lui a prêté beaucoup de roueries, de ruses, d'arrière-pensée. Je crois simplement qu'il était ballotté par l'événement. Il a été embarqué dans ce sommet où il y avait des sacrifices pour tout le monde. On a demandé aux banques françaises de renoncer à 50% de leurs créances, mais ça voulait dire aussi que les épargnants grecs allaient perdre beaucoup dans cette opération, sans compter la colère de la rue, des gens qui ont tout perdu, qui ont vu leur pouvoir d'achat s'effondrer, etc. Le lendemain, d'accord, le 27, le 28, énorme manifestation, une des plus dures qu'Athènes ait connues. Le Premier ministre avait l'impression qu'il ne maîtrisait plus rien. Quel a été véritablement son calcul ? Est-ce qu'il s'est dit, de toute façon, perdu pour perdu, autant donner la parole au peuple, parce que c'est quand même un homme qui a une vraie culture démocratique ? Est-ce qu'il a pas osé assumer sa responsabilité historique ? On ne saura pas très bien. Toujours dit qu'il a mené son affaire de façon extraordinairement maladroite, en ne prévenant aucun de ses partenaires, en ne prévenant même pas, si on a bien compris, le numéro 2 du gouvernement, son ministre de l'économie, en ne prévenant pas la classe politique grecque qui a découvert ça comme nous en lisant les journaux, et finalement convoqué par le tandem infernal Sarkozy-Merkel, il a subi une véritable séance de torture à Cannes, où il a finalement accepté de changer de question, de renoncer à faire valider le plan de sauvetage, mais de mettre la question de l'euro, oui, non à l'euro, ce qui était assez risqué aussi, pour finalement s'enfoncer et disparaître corps et biens dans les marécages de la politique grecque, avec une opposition, un parti socialiste déchiré, une opposition qui n'attend que les élections pour se refaire après l'humiliation qu'elle a subie il y a 2 ans. On a l'impression quand même d'un pays qui a une crise de leadership aujourd'hui. Marc Semo, il a été humilié, Georges Papandréou. Est-ce qu'il est humilié aujourd'hui par ses partenaires européens qui finalement lui imposent des plans d'austérité les uns après les autres ? Il a été assez maltraité. On l'a fait faire antichambre pendant 2 heures. On lui a un peu tordu le bras. Et surtout, ce sont les Grecs eux-mêmes qui ont ressenti ça comme une humiliation. Parce qu'il faut voir quelque chose, que même si c'est de la pire manière possible, il a quand même posé la seule vraie question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut continuer comme ça une Europe, sans demander l'avis des peuples ? Et, alors effectivement, demander un vote sur le plan d'austérité, c'est assez suicidaire, vu que rarement les gens votent pour une potion très amère. Mais y compris le pari politique de, éventuellement, demander un vote sur la Grèce et l'euro n'était pas idiot. Parce qu'une majorité de Grecs savent que l'euro, c'est l'ancrage à l'Europe. D'ailleurs, on ne peut pas sortir de l'euro, on ne peut que sortir de l'Europe. Et que ce n'est pas dit
qu'il n'aurait pas eu de majorité. Le problème était que dans un climat aussi incandescent, effectivement, ce référendum devenait un plébiscite pour ou contre Papandréou, et il y avait toutes les chances que le non gagne, avec toutes les conséquences dévastatrices. Parce qu'il faut voir que c'est la tragédie d'un homme. Papandréou, au début, avait suscité beaucoup d'enthousiasme, notamment chez les Européens. Pour la première fois, un leader grec, depuis très longtemps, avait une véritable culture européenne, américaine. C'était un universitaire, un sociologue formé à Harvard, en Suède, un homme qui croit à la démocratie, un homme qui aime le vélo et le jogging dans un pays où tout le monde préfère le foot et les grosses cylindrées. Ce n'était pas un démagogue, c'est l'antithèse de son père, de ce point de vue-là. Et on était arrivé à ce paradoxe qu'avaient souligné nombreux éditorialistes grecs, que son père avait été élu en 81 en faisant campagne sur la sortie de la Grèce de ce qui était alors la communauté économique européenne, sans avoir une seconde l'idée de le faire, alors que lui, qui était réellement un Européen de conviction, risquait par cette espèce d'ultime pari d'amener la Grèce à sortir de l'euro avec toutes les conséquences, une déseuropéisation violente de la Grèce et une marginalisation de la Grèce avec des conséquences dévastatrices. Mais c'est vraiment une tragédie et beaucoup de ses conseillers, beaucoup de ses proches, beaucoup de gens en Grèce disent que qu'il a, si vous me passez l'expression, pété un câble, qu'il est passé à l'ouest. Qu'il est totalement dépassé par les événements. Il avait été élu en promettant la relance. 6 mois après arrive la crise, il se retrouve obligé de faire une politique diamétralement opposée. François d'Orcival, est-ce que cette idée de référendum, finalement, c'était pas une bonne idée? Est-ce que c'est pas normal, finalement, de consulter le peuple dans ce genre de crise? Oui, absolument, oui, bien sûr, mais à condition de ne pas négocier comme si on avait la légitimité assurée par un tel référendum. Autrement dit, c'est en avril 2010 que, 6 mois après être arrivé au pouvoir, Georges Papandréou annonce que son pays n'est plus en mesure de respecter ses engagements. Et donc, une négociation s'engage avec les autorités européennes. Il avait tout le temps, depuis 18 mois, de faire approuver ses relations avec l'Europe, avec Bruxelles, avec la zone euro, par référendum. Pourquoi le faire dans un moment de panique ? Car surtout qu'il avait dit oui, surtout qu'il avait dit oui jeudi au plan et qu'il est revenu dessus. Et il est allé à la négociation en affirmant que c'était un engagement et un engagement de la Grèce. Donc, vous comprenez, le référendum, bien sûr, aujourd'hui, la seule issue sortie qu'il est, ce sont des élections. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Des fois, je me demande si on ne fait pas tous un petit peu des excès de rationalisme dans cette analyse. Moi, je pense qu'il y a un problème qui est apparu, c'est l'ingouvernabilité de la Grèce. Ouais. Depuis 4, 5, 6, 7, 8... Non, il y a des émeutes de rue, il y a des risques de mort, il y a eu un truc très bizarre qui est passé à peu près inaperçu. Ils ont viré tout l'état-major, ils ont changé l'état-major. Non, c'est pas du tout passé inaperçu, je peux vous dire. Il s'est passé des choses pendant ces quelques jours où on s'est aperçu que ce pays ne tenait plus sur le plan de la structure politique, institutionnelle, un ministre qui n'a plus de légitimité, une opposition qui est carbonisée parce que c'est elle qui a mis le pays dans cet état-là et qui fait de la surenchère. Et on voit bien qu'il y a une opinion publique qui est prête à mettre le feu. Donc je pense qu'il y a eu un moment où ils se sont dit, vu les sacrifices qu'on nous fait signer, ça passe ou ça casse, mais il faut qu'on ait un blanc-seing. Et c'est pour ça que je trouve que cette idée de référendum n'était pas complètement hystérique comme on l'a décrite. Deuxième chose, juste une petite chose, juste une anecdote. Quand on a imposé dans les années 90 aux Africains des plans d'ajustement structurel absolument dévastateurs sur le plan social, on leur a refusé d'avoir une discussion démocratique en disant les peuples, on s'en fout, ils ont qu'à accepter les règles du FMI, etc. Résultat, il y a eu des révolutions un peu partout en Afrique, c'est les années 90. Et à l'époque, les grands pontes du Fonds monétaire et de la Banque mondiale disaient mais ça ne peut pas arriver en Europe et ça ne peut pas arriver aux États-Unis parce que nous sommes solvables ad vitam aeternam. On découvre aujourd'hui que l'Europe n'est pas solvable ad vitam aeternam et qu'elle a les mêmes problèmes que les autres pays du monde et en particulier... Pour répondre à votre question, la question que vous posiez à François, est-ce qu'évidemment il faut donner la parole au peuple? La question n'est pas faut-il poser une question, la question est sur quoi? Poser la question sur un plan d'austérité, c'est demander à un malade si ça lui paraît une bonne idée de couper une jambe. Ça ne paraît jamais une bonne idée de couper une jambe. Là, si on consulte les peuples, c'est sur un avenir, c'est sur un projet politique. Et ce rendez-vous, il aura lieu. On n'y coupera pas. Pourquoi? Parce que ce que nous vivons actuellement, c'est les convulsions d'un système qui ne marche pas. Plus exactement, l'euro, qui a été une grande espérance, a produit un certain nombre d'effets positifs et un certain nombre d'effets délétères, dont la Grèce, la France, l'Espagne et l'Italie sont les exemples variés, mais qui tous procèdent d'un même problème, un vice fondamental, qui était l'absence de gouvernance du système. On a créé une monnaie, on n'a pas créé avec les moyens politiques de gérer le système.
Donc, au point où nous en sommes, on n'a plus assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. De deux choses l'une, où on va carrément vers plus d'intégration, vers plus de mutualisation du risque, de la dette, plus de gouvernabilité, de gouvernance commune, donc de fédéralisme. Mais il ne faut pas se payer de mots. Ça veut dire qu'on accepte des sacrifices, d'abdiquer une partie de notre souveraineté nationale. Ou bien, chacun reprend ses billes et on dit l'euro, ça ne marche pas et on rentre chez nous. Dans les deux cas, ça ne peut se faire qu'avec l'approbation massive des peuples. On ne peut pas faire ça sans les peuples. Le problème que souligne Claude est tout à fait légitime, mais aujourd'hui on est arrivé à un point où, si on regarde comment faire cette gouvernance commune, parce qu'il est évident que faire une monnaie sans une gouvernance économique commune est une absurdité, et ça d'une certaine façon, on le savait dès le début de l'euro. Le problème, c'est quelle gouvernance commune ? Si on regarde aujourd'hui les institutions européennes, il n'y a rien qui permet de façon démocratique une gouvernance commune de l'euro. Parce que le Parlement européen n'a pas de compétences particulières pour l'euro, il représente les 27 pays. Donc c'est quoi finalement la gouvernance commune de l'euro pour le moment ? C'est l'Eurogroupe, d'où le poids franco-allemand, parce que c'est les seuls là-dedans qui tiennent la machine. Et sinon, si on impose un ministre commun de l'économie, si on impose par en haut un ministre des Finances commun, etc., on continue à tirer en dehors de la démocratie, avec des risques de plus en plus grands de révolte contre mais la situation dont un nous euro parlons, entre guillemets punitif. dont l'euro est finalement ce qui a permis cette situation, c'est le surendettement. Il n'y aurait pas de crise en Europe s'il n'y avait pas de surendettement, dont la Grèce est la caricature. Ce surendettement, il y a des prêteurs. Et donc, ce sont eux qui aujourd'hui constituent d'une certaine façon la structure de gouvernance. Qui sont-ils ? La Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI. Ce sont eux qui contrôlent les finances de tous ces pays qui ont débordé. Et c'est à partir de là que, en effet, l'Italie, quelle est la situation de l'Italie ? C'est qu'elle est aujourd'hui sous cette surveillance. Comme la Grèce. Mais tout ça veut dire qu'on est dans une gouvernance technocratique et qu'on n'est pas, pour le moment, dans une gouvernance démocratique. Et c'est là que se pose un problème, qu'on est arrivé au maximum de ce que l'on pouvait tirer, et aujourd'hui, il y a une réinvention de l'Europe qui est à faire, et qui est très difficile, parce que ça veut dire une révision des traités, et réviser les traités, actuellement, on a vu le référendum en France sur la, entre guillemets, Constitution européenne, les résultats que ça a donné. Mais est-ce que, je veux dire, le problème de la gouvernance de demain et d'aujourd'hui, du fédéralisme, je suis tout à fait d'accord. Mais la réalité, c'est que c'est le modèle de chaque pays démultiplié par le nombre de pays qui pose un problème. Tous ces pays vivent largement au-dessus de leurs moyens. La Grèce vit 150% au-dessus de ses moyens. L'Italie vit 130% au-dessus de ses moyens. La France vit 100% au-dessus de ses moyens. L'Espagne vit je ne sais pas combien. Et donc tout ce modèle où on a laissé croire aux Européens et aux Américains et à tous les grands pays riches du monde qu'on pouvait tirer sur la caisse parce qu'on a une capacité indéfinie de remboursement. De toute façon, on est les maîtres du monde. Et on maîtrise ce système, et on maîtrise Wall Street, et on maîtrise l'argent. C'est tout ce truc-là qui est en train de se casser la figure. Mais quand vous voyez, j'espère que vous passerait l'extrait de Berlusconi qui on va l'écouter tout de suite, Ziad. Comme ça, des restaurants pleins, des restaurants pleins en Italie. Enfin, on est dans un film. On va écouter le film, justement. Vrai, les restaurants sont pleins, même à Paris. Mais c'est ce modèle-là qui va être très, très douloureux à remettre en cause. Et quand on va s'y attaquer en France, ça va être très douloureux. Quand on va s'y attaquer en Italie, ça va être très douloureux. Parce que qui va payer les erreurs du modèle construites par les gouvernants? C'est nous. Ce sont les contribuables. On va écouter. Nous avons été les bénéficiaires aussi, il ne faut pas se raconter de blagues. Bien sûr. On va écouter Silvio Berlusconi, le président du Conseil italien, donc, qui s'exprimait aujourd'hui. Je vous rappelle que l'info aussi du jour, c'est donc l'Italie qui est mise sous surveillance par le FMI, le Fonds monétaire international. On écoute Silvio Berlusconi. Notre économie est robuste. Nous sommes la 3e économie européenne et la 7e mondiale. L'Italie est un pays qui va bien, ça se voit en toute occasion. La consommation ne baisse pas, les restaurants sont pleins. Hier encore, j'ai vu que les gens avaient du mal à réserver une table. Et les lieux de vacances sont surbookés. C'est ce que disait Ziad, c'est très très intéressant. Il y a, dans l'Observateur de cette semaine, il y a un long entretien avec l'économiste Daniel Cohen qui analyse l'euro, qu'est-ce qui n'a pas marché au fond. Et je crois qu'il emploie l'expression de paradoxe de tranquillité. La fantastique prospérité de l'Allemagne, ses excédents commerciaux vertigineux, qui assuraient à l'ensemble de la zone une monnaie forte et des taux d'intérêt très faibles, ont joué comme une espèce de cocon
à l'abri duquel chaque pays a pu développer impunément son vice national. En Grèce, la fraude, sport national en Grèce, comme chacun sait, c'est probablement, quand même, à ma connaissance, un des 7 pays du monde où il est inscrit dans la Constitution que les milliardaires sont défiscalisés, c'est-à-dire les armateurs. Ils ne payent pas d'impôts du tout. Ouais. Oui, mais comme les plus grands milliardaires, c'est les armateurs, c'est quand même... en France, la passion pour la dépense publique, qui a continué à croître, quoi qu'en dise Nicolas Sarkozy, et il en est un des principaux responsables. Et dans le cas de l'Espagne, par exemple, c'est très intéressant, parce que l'Espagne, au contraire, c'était le pays vertueux d'Europe. L'Espagne se vantait de ses superavits, c'est-à-dire ses excédents budgétaires. C'est un pays qui a vécu pendant des années. Mais la contrepartie de ça, c'est comme la protection sociale était très basse, les Espagnols jouaient comme des fous sur l'immobilier, parce que c'était leur caisse d'assurance retraite et d'assurance maladie. Ils achetaient des appartements pour leurs vieux jours. En s'endettant sur 50 ans, 60 ans, la bulle immobilière a explosé et la classe moyenne est ruinée parce que leurs appartements dans le banlieue de Madrid ne valent plus rien. Donc chaque pays a développé ses propres vices, mais globalement, c'est vrai que l'euro a eu un effet déresponsabilisant. Et c'est là-dessus qu'il faut revenir. Oui, mais tout de même, l'Allemagne, pays excédentaire, le Japon, pays excédentaire, la Chine, pays excédentaire, tous ces pays excédentaires, d'où viennent leurs excédents? Ils viennent de chez nous. Et donc, tous ces pays qui ont bénéficié de ces excédents sont évidemment en train de soutenir, tant qu'ils le peuvent, l'euro. Comment se fait-il que l'euro, dans une situation aussi critique, soit encore à 1,30 $? Aussi fort, oui. Aussi fort. Mais parce que les Chinois l'achètent, parce que les Allemands le soutiennent, parce que les Japonais, naturellement, le demandent. Par rapport au dollar. Comme les finances américaines sont à la ramasse. Et alors, effectivement, les pays malades, ce sont les États-Unis et l'Europe dans son ensemble. Marc Sémon. Mais je pense, alors pour en venir au cas de Berlusconi, au-delà du côté histrionique de cette conférence de presse, il y a une des raisons de la crise italienne, comme l'a dit d'ailleurs crûment Christine Lagarde, c'est le manque de crédibilité, et clairement le manque de crédibilité de son président du Conseil. Il y a, comme le calcul, les journalistes anglo-saxons, le Financial Times, il y a un malus Berlusconi, alors qu'on évalue à un certain nombre de millions d'euros selon la manière dont on fait le calcul, qui est un malus Berlusconi, qui est l'absence absolue de crédibilité à cause de ce président du Conseil. Et de ce point de vue-là, c'est très différent de la situation de la Grèce, où justement on avait un Premier ministre qui était plutôt crédible dans un pays qui va à volo, qui était crédible, dans un pays qui va à volo avec une économie qui n'existe pas, qui est assez parasitaire ou assistée, alors que l'Italie a une économie réelle. Et donc, pendant très longtemps... Il y a une compétitivité il y a une compétitivité des entreprises et tout. Et surtout, pendant très longtemps, une énorme partie de l'énorme dette italienne, 1900 milliards d'euros, c'est monstrueux, 120% du PIB italien, était et est toujours détenu par des Italiens. C'est une espèce de système qui se mord la queue, un peu comme le Japon. C'est-à-dire, comme la dette japonaise, ce sont les Italiens eux-mêmes qui achetaient les bons de trésor, qui étaient le placement de père de famille extraordinaire. On va faire une pause, pour cette semaine, pour la crise dans la zone euro, mais on aura l'occasion évidemment encore d'en parler dans les semaines qui viennent, encore quelques temps, sans doute quelques mois encore. On sera sous tutelle du Fonds monétaire. C'est pas très optimiste. On se retrouve pour la deuxième partie de notre semaine dans le monde. On parlera de l'entrée de la Palestine dans l'UNESCO, mais également de l'attentat contre les locaux de Charlie Hebdo. À tout de suite. Retrouvez tout France 24 sur france24.com. 24 heures sur 24, où que vous soyez, connectez-vous sur notre site tout en images. Visionnez la chaîne en haute définition. Contrôlez le direct et remontez jusqu'à 24 heures de programme en un simple clic. Retrouvez tous nos reportages, nos émissions et nos web documentaires en quelques secondes. Tout France 24, en français, en anglais, en arabe, c'est sur france24.com.